Justement, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission avec Philippe Noguès, député frondeur du Morbihan, qui nous rejoint sur ce plateau pour le Face à Face. Et Philippe Noguès nous rejoint donc sur ce plateau. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Si vous le voulez bien, juste avant de lancer le débat, j'aimerais qu'on regarde quelques éléments de l'enquête Fracture française réalisée par Ipsos Sopra Steria en avril dernier. Et vous allez voir, on voit que depuis janvier 2013, les sympathisants du Parti socialiste sont de plus en plus nombreux à avoir le sentiment que leurs idées ne sont pas bien défendues. Ils sont 65%, un chiffre qui a augmenté de 26 points en 3 ans. Philippe Noguès, vous comprenez ce sentiment ? Écoutez, moi je ne peux que le comprendre, puisque effectivement, c'est d'ailleurs sans doute une des raisons qui m'a fait quitter le Parti socialiste, mais que leurs idées ne soient pas défendues, alors qu'on a défendu un projet en 2012 pour gagner cette élection et pour que François Hollande soit président de la République, et la politique qui a été menée depuis ne correspond pas à ce qui a été, ce qu'on avait promis, à la population. En tous les cas, c'est comme ça que c'est ressenti par la population. Peut-être, sans doute, pouvait-on s'en douter un petit peu. Il y a eu tromperie. Selon vous, il y a eu tromperie ? Alors, il y a eu tromperie par rapport à la politique, par rapport au discours qu'a tenu François Hollande pendant la campagne. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tromperie par rapport à ce que François Hollande pense réellement, profondément lui-même, parce que je pense c'est un libéral depuis longtemps, on le sait. Je veux dire, avec les transcourants à Lorient, on connaît bien. Cette politique-là ne lui est sans doute pas étrangère depuis très longtemps. Vous le saviez, vous l'avez soutenu. Alors moi j'avais d'abord au niveau des primaires, j'avais soutenu plutôt Martine Aubry. Bon, et c'est avéré que ce soit lui qui gagne. Mais vous savez, j'ai écrit hier dans Marianne un article sur je voudrais vous lire une petite ligne de ce que j'ai écrit. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique, qui sont des documents qui sont transmis par la Commission européenne aux différents gouvernements de l'Europe, quoi, hein, donc, et en 2012, voilà ce qu'ils disaient, ces documents. Introduire de nouvelles réformes pour lutter contre la segmentation du marché du travail en revoyant certains aspects de la législation en matière de protection de l'emploi, notamment en ce qui concerne la procédure administrative applicable au licenciement individuel. Résultat, on vient de faire adopter par 49.3 la loi El Khomri en première lecture à l'Assemblée nationale. Il disait « Continuez de veiller à ce que toute évolution du salaire minimum favorise la création d'emplois et la compétitivité. » Je pense que ça a été reçu aussi 5 sur 5. Le gouvernement n'augmentera pas le SMIC, ne l'a pas augmenté. Et le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, disait hier « La clé, c'est la modération salariale. » Donc on voit bien qu'on a une politique qui était prête. Bernard Poignon, il y a eu tromperie ? François Hollande n'a ni trompé ni trahi. François Hollande, quand il arrive, il l'a dit d'ailleurs dans la campagne, mais on n'entend pas forcément ce qu'il a dit, que je redresserai les comptes du pays. Sarkozy a creusé la dette de la France de 600 milliards d'euros. 200 pour sa politique, et 200 à cause de la crise et 400 à cause de la politique. Donc, il dit, je redresserai les comptes parce qu'on ne peut pas laisser la dette filer. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps alors pour faire passer cette loi? Il a dit. Pourquoi alors ça c'est autre chose dans le calendrier. Je pense qu'en effet, là je suis d'accord, cette loi aurait pu avoir une autre place dans le calendrier. Il se trouve que c'est celle-là. Moi je pleure pas sur le lait renversé. Qu'est-ce qu'il dit aux Français dès le mois de septembre? C'est vrai que ce n'était pas le thème de la campagne. Ça je reconnais. Il dit parce qu'il le constate que la compétitivité de la France est en danger. De l'industrie française est en danger. C'est vrai. Alors là, il le dit. C'était pas le thème de la campagne. La campagne, c'était beaucoup la finance, c'était encore qui s'y est attaqué. Mais on ne peut pas s'attaquer à la finance tout seul sur la planète. Et donc, la compétitivité des entreprises, après, Philippe, il a vécu tout ça, c'est le CICE, c'est etc., et y compris la loi travail. Parce que c'est quoi la loi travail? C'est l'article 2, dont on parle beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit l'article 2? Il dit priorité à l'accord d'entreprise et à la négociation d'entreprise avec les syndicats. Si on a un accord sur l'organisation du travail et qu'il est majoritaire
alors il s'applique. Sinon, rien ne change. Et là, en ce moment, on assiste, dans la gauche syndicale, à deux types de syndicalistes. Vous en avez un, je ne cite pas, qui fait confiance au syndicalisme, à ces syndicats dans l'entreprise. Le syndicat dans l'entreprise, ça date de 68. Avant, c'était interdit. Et l'autre qui ne fait pas confiance, en fait, aux syndicats d'entreprise. Mais il y a un syndicaliste qui cite souvent Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, pourquoi il y a tant de commandes aujourd'hui et tant d'emplois, tant mieux? C'est parce qu'il y a eu un accord d'entreprise. Et j'ajoute, moi je connais bien, oui, après Philippe, il va me dire, moi j'ai vécu le groupe Bolloré et Hergé Gabéric. Accord d'entreprise en 1981. Contesté par les dirigeants nationaux. 750 emplois aujourd'hui. Je pense qu'il faut faire confiance aux syndicats et aux responsables syndicaux dans les entreprises. C'est pas un bouleversement. Moi, j'ai étudié Ça existe déjà depuis 2008. Non mais attendez, j'ai étudié le texte et j'ai été délégué syndical en entreprise avant d'être député. Et il faut bien se rendre compte que dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il y a entreprise et entreprise. Mais de toute façon, quelle que soit l'entreprise, il y a un patron et des employés. Et il y a un lien de subordination qui existe. Donc il est bien évident qu'une négociation dans une entreprise... Et il y a des représentations syndicales ou pas, suivant la taille de l'entreprise. Et il y a des représentations syndicales ou pas. Donc je veux dire, mais même quand il y a des représentations syndicales, moi j'ai été délégué syndical, CFDT à l'époque, vous voyez, donc j'étais pas sur un syndicat... révolutionnaire. D'accord avec ce texte. Mais quand on avait une négociation, il était bien évident que la direction pesait sur les salariés, pesait non seulement sur les négociateurs, les syndicalistes comme moi qui négociaient, mais pesait également sur le reste des salariés pour qu'ils pèsent eux-mêmes pour faire avancer leurs propres idées. Et au final, ce lien de subordination, il existe réellement. Donc, quand on est dans un même univers, ces accords de branche qui permettaient justement à des entreprises qui travaillent dans le même domaine d'avoir les mêmes règles, ça me semble un petit peu plus logique que d'avoir un code du travail par entreprise. C'est ce qui va arriver avec l'accord d'entreprise. Et donc, ça nous semble absolument inacceptable. Je veux dire, c'est... voilà, donc... Vous faites confiance au Sénat pour modifier des choses? Je fais confiance au Sénat pour revenir sur la version 1 de la loi travail. Et donc, je pense qu'on aura du travail quand le projet de loi va revenir à l'Assemblée nationale. De ce point de vue-là, il n'y a pas de doute. On va regarder juste un autre dessin de Schwartz. Vous allez le voir, on vous voit, Philippe Noguès, en train d'agiter une fronde et dire la vraie gauche chez nous. Et Bernard Poignant de vous répondre, arrête de brasser de l'air. Il est marrant, il dessine bien. Il y a un peu de vrai quand même dans ce dessin, Philippe Noguès. Quel est votre réel pouvoir? On a bien vu que vous avez échoué à déposer une motion de censure il y a quelques jours après le passage en force de Manuel Valls et du gouvernement. Mais 49.3 sur cette loi. Mais vous avez raison, parce que je pense que les institutions de la Ve République ne nous permettent plus. On est dans une République où c'est l'exécutif qui décide de tout. Je veux dire, il est bien clair que la preuve, Manuel Valls dit cette loi va passer, cette loi passe. Les deux principales lois du quinquennat, qui sont la loi Macron et la loi Travail, seront passées par le 49.3, c'est-à-dire en contournant totalement le Parlement. Ça veut dire que les députés aujourd'hui n'ont plus leur mot à dire. Effectivement. Cette motion de censure, c'était de l'esbrouf ou vous pensiez vraiment être en mesure, être en capacité? Non, je crois qu'à un moment, là, ça suffit. Il faut arrêter ça. Et donc, on était vraiment... Vous aviez vraiment la volonté? On avait vraiment la volonté d'arrêter cette manière de Vous auriez pu voter la censure procéder. avec le centre et la droite, ce que vous n'avez pas fait. C'est ce que j'ai fait, moi. Vous l'avez fait? Moi, je l'ai voté. Mais la majorité des gens... J'ai censuré le gouvernement. J'ai pas voté un texte de droite, parce que jamais je ne soutiendrai ce que propose la droite. Mais j'ai censuré le gouvernement parce que je crois qu'il était temps. Il faut arrêter ça. Ça nous semble en deuxième lecture, vous envisagez de redéposer une motion de censure? Bien sûr. On redéposera une motion de censure. Vous avez eu du temps là pour attendez, réunir votre groupe. Attendez, parce que suffisamment pour le faire? Non mais attendez, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? On voit bien que Bruno Le Roux, tout d'un coup, nous a dit que peut-être que l'article 2 pourrait être éventuellement, même
Michel Sapin en a parlé aussi. D'autres députés de la majorité s'en sont fait l'écho également. Donc on va voir. Quelle est la réelle relation entre Manuel Valls et François Hollande? On peut se poser la question en ce moment. Enfin, moi, je me pose la question. Peut-être que Bernard Poignon le sait. Je le sais, je le vois. C'est une relation presque de plus en plus proche, paradoxalement. Ça vous paraît étonnant, mais... On dit que François Hollande a un petit côté mitterrandien, qu'il aime bien jouer avec les uns, avec les autres. Est-ce qu'il n'a pas envie d'arriver finalement à la démission peut-être de Manuel Valls? Oh bah écoutez, moi je ne suis pas dans ces trucs-là, hein, mais le président n'est pas le Premier ministre et inversement. Hein. Mais je sais qu'aujourd'hui, cette crise que l'on connaît, dans le temps que l'on vit là, a beaucoup rapproché la présidence et Matignon. Parce qu'ils ont cette conviction que ce texte a trouvé son équilibre. Il y a beaucoup de choses très positives qui sont d'ailleurs acceptées par tout le monde dans le texte. Et il va continuer sa procédure parlementaire. Le Sénat d'abord, ensuite à nouveau l'Assemblée, une commission mixte paritaire, etc. Moi, je ne sais pas si ça évoluera. Le 49.3, pourquoi il y a eu le 49.3 ? C'est parce que le gouvernement avait, d'une certaine façon, perdu sa majorité parce qu'une quarantaine de membres du groupe socialiste faisaient défaut. Et normalement, chez les socialistes, il y a des statuts avec l'unité de vote du groupe. Hein, c'est un article qui s'appelle la loyauté. Ça s'appelle comme ça. Et donc, à partir du moment où ce n'était pas respecté, il n'avait pas sa majorité, il a considéré qu'il n'avait pas le choix. Mais ce n'est pas terminé. Hein, vous avez une seconde lecture, début du 4 juillet, etc. Ouais. Je ne sais pas, moi, comment ça va se terminer. Le 49.3, j'entends que ça se critique, etc. Moi, je ne suis pas un fanatique de ça, mais il y en a eu près de 90 depuis 58. Hein. On est quand même toujours en démocratie. Le gros problème au sein du groupe socialiste, très rapidement, du groupe socialiste, parce que j'entends le mot loyauté, moi ça me fait bondir, parce que justement, la loyauté, justement, pour mes camarades frondeurs, et pour moi, je veux dire, c'était vraiment d'être loyal vis-à-vis des idées et de nos valeurs, et pas vis-à-vis simplement d'un groupe, parce que je veux dire, c'est pas ce qu'attendent de nous les Français. Les Français attendent vraiment qu'on soit... qu'on défende des idées, qu'on défende des valeurs, et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors on est à 1 an aujourd'hui de l'élection présidentielle, on voit bien que les tensions commencent un peu moins, parce que les tensions sont là aussi, les tensions politiques. Oui. Voilà, j'aimerais juste qu'on regarde un tweet qui a été déposé par Jean-Louis Touraine, qui est l'ancien président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine, et qui est aujourd'hui sénateur, qui est quelqu'un de plutôt modéré, et qui dit: si le PS est battu en 2017, ce ne sera pas en raison de ses convictions humanistes, mais pour ne pas avoir eu le courage de les défendre. C'est pas rien ça quand même, Bernard. Non, il faudrait qu'il définisse, Jean-Louis, ce qu'il entend par conviction humaniste, hein, qu'il les définisse bien, parce que je considère que un tweet c'est 140 signes, hein, c'est ce que je n'aime pas d'ailleurs, et est-ce que selon le contenu que vous mettez au mot, ça peut être extrêmement différent. François Hollande, il a cherché, le dit d'ailleurs, il le répète, à conserver les bases de ce qu'on appelle notre système social. Les bases, c'est la retraite, la maladie, l'assurance chômage, le handicap, l'accident du travail, il y a des choses. Mais ce socle-là et les minima sociaux, ne pas les diminuer. Bon, parce en arrivant, il le savait avant, il a bien vu que les difficultés du pays, il y a une tentation, hein, c'est de s'en prendre au système lui-même. D'ailleurs, la droite va le faire dans sa campagne, hein, puisque quand je regarde tout ce qu'ils racontent là pour leur primaire, me dit ça aboutit à casser les bases du système. Alors, on peut considérer qu'on n'a pas assez fait ceci, fait cela, mais attention, dans la crise, on peut profiter de la crise pour casser le système, ou bien il faut traverser la crise pour le préserver. Il nous reste un peu plus d'une minute d'émission, c'est court. On va parler juste un petit peu de l'avenir. François Hollande est candidat, sera candidat. C'est lui qui décidera, c'est pas moi qui vais vous dire ça ici. Hein. Moi, je le souhaite. Il a fixé une date, décembre. Donc, je me place et je fais tout dans l'idée où il le sera. Mais sa décision lui appartient. Dans la foulée de la présidentielle, il y aura les législatives. Vous serez candidat Ah oui, bien sûr, je serai candidat parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et j'ai envie de continuer. Alors vous êtes sorti du Parti Socialiste, ça va être compliqué pour les frondeurs justement. Oui, comment vont-ils faire pour avoir leur investiture ?
Ah mais j'aurais pas l'investiture du Parti Socialiste, je ne le demanderai pas. Vous non, parce que vous êtes sorti, Ah mais mes camarades vos camarades frondeurs, frondeurs. écoutez, je pense qu'une partie d'entre eux ne l'auront pas non plus. Après, il y aura des négociations, j'imagine, au sein du parti. Moi, je crois que les partis politiques traditionnels sont à bout de souffle et il est temps de changer les choses. Donc, on verra, mais c'est les citoyens qui décideront à la fin. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup à Merci à vous deux vous. d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette Voix est libre. C'était la dernière de la saison. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Stéphanie Labrousse et HD, l'heure du débat, un numéro qui sera consacré au festival et à leurs difficultés. La Voix est libre revient en septembre prochain pour une année qui, bien sûr, sera riche en événements politiques. Pour l'instant, place au journal régional. Très très bon week-end, très bel été et à l'année prochaine. Ifuk Alves ben ar pem a viz even vo dalc'het ur veliad e kan a leon e